Jean-Baptiste Vielle, moi je suis maître de conférence, enseignant-chercheur, on va dire, à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand. Puis je tenais à remercier Chantal pour le travail et l'organisation de cette journée, et puis aussi le conseil départemental de l'Aude pour le merveilleux accueil que vous nous faites. Donc moi, ce dont je vais vous parler, c'est du rythme en architecture. C'est une chose donc qui m'est tombé dessus étudiant, si j'arrive à avancer. Je n'ai pas encore compris. Non, ça c'est le pointeur. Ça, non. Donc le premier objectif, c'est que tout simplement, étant étudiant, on nous parlait énormément de rythme, de composition de façade. Et donc du coup, en tant qu'étudiant, on se dit, mais pourquoi? Ça paraît un peu arbitraire. Et donc l'idée, c'était un peu de réagir au discours généraliste, qu'on me tenait en tant qu'étudiant, et cette notion qu'on retrouve en peinture, en architecture, etc. Donc je suis en train de réfléchir un petit peu à tout ça, et puis pour remonter à la fac, j'emprunte la voiture d'un copain qui est lui plutôt dans des études de philosophie. Il me parle des Degger. Moi je suis très inquiet pour le moteur de la voiture. Nous sommes étudiants, on ne prend pas l'autoroute forcément. Et en même temps, je regarde un peu ce qui défile. Et là, je me dis, finalement, peut-être que je pourrais mettre en lumière, j'arrive au deuxième point du diaporama, l'existence de phénomènes rythmiques lors de l'exploration visuelle de notre environnement. Alors, avant d'aller plus loin, il faut se poser la question de quoi on parle quand on parle de rythme, parce que vous avez tous entendu parler de rythme, mais c'est une notion qui est très globale, qu'on peut dire tout et n'importe quoi avec, donc il faut déjà définir de quoi on va parler. Le rythme, donc ça vient, il faut que je regarde. Le rythme, ça vient du terme grec réo, qui veut dire couler, s'écouler, la forme improvisée, momentanée, modifiable. Ça revient aussi de rythmos, qui veut dire manière particulière de fluer, l'ordre dans le mouvement. Donc une fois qu'on a dit ça, on peut dire que le rythme, c'est un phénomène qui peut être représenté, comme le cycle des saisons, par exemple, l'automne, l'été, le printemps, etc. Mais ça, ce n'est pas des choses que vous ressentez, quoi. Vous ressentez qu'il fait chaud, etc. Mais vous ne ressentez pas les changements, vous les représentez. Et puis le rythme perçu, quand vous écoutez de la musique, vous écoutez le tempo, par exemple, ou la façon dont s'écoule la musique, et là, vous percevez directement quelque chose. Et puis le rythme aussi, c'est deux composantes. Ça marche? Deux composantes. D'une part, la périodicité, et d'autre part, une structure. Alors, une périodicité, parce qu'on a bien une succession d'éléments, et puis, donc, qui renvoie à une dimension temporelle, et puis une structure qui, elle, physiquement, marque les espacements de ces événements qui se succèdent. Alors, il y a un psychologue de la perception, Paul Freyss, qui a beaucoup travaillé sur les rythmes sonores, et qui lui dit, attention, nous, on va travailler sur... Alors, attendez, je vais voir si ça marche, du coup. Hop, ça marche. On va pas travailler sur... on va travailler que sur du perçu, pas du représenté, parce que ça, on peut pas le... On n'est pas dans l'expérience directe. Et puis, on travaillera sur des éléments forcément périodiques, puisque si on travaille sur du spatial, le spatial se présentant à nous directement, je vois, par exemple, une partition de musique, ça, je suis bien en train d'être sur de la représentation et pas de la perception de rythme. Bon. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reprendre une remarque de Bergson, Henri Bergson, qui dit, alors je l'aime beaucoup aussi cette citation de Bergson, « Quand les oscillations régulières du balancier nous invitent au sommeil, est-ce le dernier son entendu, le dernier mouvement perçu qui produit cet effet. Il faut donc admettre que les sons se composaient entre eux et agissaient non pas par leur quantité en tant que quantité, mais par leur qualité que leur quantité présentait, c'est-à-dire par l'organisation rythmique de leur ensemble. » C'est super beau, hein? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout simplement, quand il écoute son réveil matin, pourquoi mon réveil matin, il fait tic-tac? Pourquoi il ne fait pas tac-tic? C'est ça qu'il est en train de dire. Hein? Tic-tac, et pas tac, tic-tac, tic. C'est ce que je m'étais aperçu
dans la voiture de mon copain, mais on va y venir. Donc, on s'aperçoit qu'en réalité, les groupements rythmiques, on fait des groupements rythmiques, donc Freyss refait tout un ensemble d'expérimentations sonores, où il écoute des pulsations isochrones, et donc il s'aperçoit que ces groupements apparaissent entre 0,1 et 2 secondes. Et donc là, qu'est-ce que c'est un groupement? Ça veut dire que sur quelque chose qui est parfaitement isochrone, un métronome, eh bien, on va grouper subjectivement les sons qui nous arrivent. D'accord? Donc, si on les groupe, ça veut dire qu'il y a un allongement d'intervalle, je parle sur les micros, un allongement d'intervalle temporel entre deux groupements successifs. Et ça veut dire aussi que le premier élément, souvent, est accentué, nous paraît comme plus important. Tic, tac, tic, tac. D'accord? Et on s'aperçoit aussi que si on prend un groupement où on va, une pulsation isochrone, où on va forcer, on va mettre, par exemple, un tic plus fort, un tic, tac, ou tout simplement tic, tac, 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 tic, tac, 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 voilà, et bien, spontanément, nous, quand on va écouter ce son, on va percevoir, on va former ces groupements naturellement en se calant sur ces repères. Donc, moi, ça me pose un problème, en tant qu'étudiant à l'époque, qui n'a pas encore commencé sa thèse, c'est que si j'ai quelque chose qui est que périodique, que de la dimension temporelle, eh ben, pour expliquer à mes enseignants, pour comprendre ce que mes enseignants me disent, ça ne va pas, il faut que je le ramène à une dimension temporelle, mais arrêtez, ce n'est pas très dur, hein, je n'ai pas pensé ça tout seul non plus. C'est que, d'une part, la répétition absolue n'est qu'une fiction. Hein. Quand hier, on s'est promené dans la colonne de l'arbre, quand on regarde pas tous les arbres comme ça d'un coup, ou alors de très loin, mais on va regarder un premier arbre, un deuxième, un troisième. Donc, il y a déjà une expérience du successif. Le fait qu'il y ait une expérience du successif, ça veut dire que le premier arbre se distingue du deuxième, du troisième, etc. Donc, du coup, il y a déjà une différenciation des arbres, le pair, l'impair, le nombre divisible, l'indivisible ou premier, élément premier. Et donc la répétition engendre la différence. Hein. La différence donc induite ou produite par les répétitions va constituer la trame du temps, et toute perception est donc forcément temporelle. Donc je suis tranquille. Donc, du coup, après, vous avez compris qu'en réalité, quand j'étais dans la voiture avec le copain qui commence à me parler des dégâts, mais moi j'étais concentré sur le moteur, en réalité, je commence à synchroniser soit des arbres, soit les lignes blanches de la route par groupement, et je me dis, arrêtez, je suis en train de faire des groupements. Alors, du coup, j'ai fait plein d'expériences, protocoles expérimentaux là-dessus, hein, plusieurs séries. Je ne pourrais pas toutes vous les exposer, je vais laisser tomber la voiture, vous avez compris à peu près comment ça marche. Je vais me concentrer plutôt sur ce qu'on a fait hier, c'est-à-dire la marche. Et je vais formuler une hypothèse générale qui va regrouper toutes les hypothèses que j'avais faites pour que vous ayez un aperçu global. Donc l'hypothèse que je formule, c'est il existe au sein de l'organisation perceptive des processus permettant d'effectuer des groupements visuels et la qualité de ces groupements peut être source d'émotions sensorielles directes, ce que j'appelle esthésie, mais on va rester sur émotions sensorielles directes, dans notre appréhension visuelle du monde. Donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par séquestrer des étudiants, des cobayes, et je vais les mettre devant un écran et je vais leur projeter des diapos et je vais leur demander ce qu'ils pensent de ces diapos. Alors l'idée, c'est pas d'avoir quelque chose de très directif, au contraire, ils voient ces diapos pendant 3 secondes et après, j'ai 2 questions que j'ai mis là. Hein, quelles sont les impressions que vous avez vis-à-vis de ces vues et cet endroit vous évoque-t-il quelque chose? Et donc le tout, c'est qu'ils développent, donc 3 secondes, on éteint et eux, ils commencent à parler et nous, on écrit, on enregistre et on écrit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, mon corpus de diapos, c'est-à-dire mon ensemble de diapos, il est réparti en 4 groupes. Le premier, je vais mettre des façades marquées d'un rythme fortement isochrone. Le deuxième, je vais mettre des façades incitant au groupement d'éléments.
Le troisième, je mets des marquages rythmiques de façade, mais peu structurés. C'est pas facile à voir sur la diapo, hein, donc on considère aussi l'angle de vue dans la diapo. Et puis sur les derniers, un ensemble de photos qui va montrer plutôt des bâtiments où la perception rythmique y est très difficile. Et puis en plus, comme on est un peu vicieux en sciences, on va retoucher certaines images. Comme ça nous fera des images témoins qui pourront changer de groupe. Et certaines photographies, donc retouchées, vous voyez par exemple là c'est un bâtiment place Bellecour. On a rajouté des fenêtres et donc du coup, on sait plus, voilà. On n'est plus dans la même catégorie. Et enfin, pour finir de bien brouiller les cartes, on va mélanger toutes ces diapositives et de telle sorte qu'ils puissent le moins comparer possible. Si on a un sujet qui reconnaît trop le lieu, on l'évacue, parce que du coup, sinon, on est en train de parler d'esthétique et on a des références de jugement qui vont commencer à nous embêter. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a recueilli leurs paroles, eh bien, on va catégoriser en réalité tous les discours, les éléments de discours pour chaque sujet, en fonction de différentes catégories. Donc le but, c'est de faire émerger des relations entre forme, usage et ressenti, et observer dans quelle mesure les phénomènes rythmiques s'y inscrivent. Donc vous voyez, sur la première colonne, on a fonction et usage, après on a forme architecturale et facteurs d'ambiance, après on a sensation, sentiment d'ambiance et valeurs esthétiques, et puis après on a indice identifié de la prise d'information visuelle. Et vous voyez par exemple sur ces deux photos, donc vous m'excuserez dans le temps qui m'est imparti, plus là. Donc je vous ai montré que deux exemples. Donc vous voyez que dans cette photo, par exemple, on a la modénature par rapport à entre les deux diapos qui renforce le sentiment, la force symbolique du bâtiment. Donc je vais passer directement. Donc il y a une sensation d'allègement hein, qui est exprimée entre dans le dynamisme du bâtiment, alors qu'on rajoute de la matière, hein, puisqu'on rajoute du béton, donc on aurait plutôt c'est contre-intuitif, l'impression que le bâtiment est plus lourd. Ben non, il s'allège. Et tout ça soulève une dynamique du regard. Je parle sur Place Bellecour. Donc là, on a carrément une perception de changement d'usage. C'est-à-dire que dans le premier, on dit c'est des bureaux, et dans le second, on dit c'est du logement. Pourquoi ? Donc ça renvoie à la première diapo renvoie à une façade qui est très lisse, dénuée de texture. C'est exprimé souvent comme ça. Et dans le second, on a une trame qui organise le bâtiment en 3 corps de bâtiment. Hein, ça revient souvent. Donc la façade très lisse, très carrée, imposante, et qui devient même oppressante pour certains sujets, dans le premier cas, avec toujours ce dynamisme du regard chaque fois qu'on a quelque chose de très isochrone. Donc, première observation, d'abord en termes d'identification, perception et verbalisation ne vont pas toujours de pair en ce qui concerne le rythme, et pour ce qui se traduit notamment par une adéquation avec une première esthésie, ce que je dirais visio-tactile, c'est-à-dire on va renvoyer au domaine du toucher pour caractériser la périodicité du rythme des façades. Et puis rythme et esthétique, donc il existe une corrélation directe entre cette première émotion sensorielle directe et le jugement esthétique final prononcé par le sujet. Je vous ai dit, hein, donc il perçoit le sujet, après il sent que c'est oppressant, et puis après on rentre dans un troisième discours que je n'ai pas dit, qui va être de justifier par rapport à l'image, par rapport à sa culture, pourquoi il n'aime pas, pourquoi le sujet sent que c'est oppressant. La forme rythmique, donc là on est sur 3 secondes d'exposition, permet de saisir l'organisation de l'ensemble en un coup d'œil et de permettre de mettre en rapport l'unité avec l'ensemble sans devoir faire la somme perceptive de chaque sans devoir faire la somme perceptive de chaque unité. Excusez-moi, j'essaye d'aller vite. Donc ça se traduit bien sur la composition rythmique. Hein, lorsqu'une composition de façade est privée de son organisation rythmique, donc le 4e groupe, eh ben, un malaise s'installe quant à la détermination et l'agencement des formes. Et puis ce qui est très rigolo aussi qu'on constate, c'est que quand on a un rythme qui est trop isochrone, eh ben là on pourra aboutir au même effet par une répétition de l'identique qui efface tous les repères. Et souvent, là, les sujets parlent de rythme trop lisse. Qu'une diapo. Donc, vers une lecture rythmique d'un lieu, d'une allée,
Donc le rythme, on vient de le voir, hein, c'est une émotion sensorielle directe qui engendre une émotion motrice indirecte. Non, et c'est aussi une délocalisation de l'expérience sensible par la mise en commun des sensations provenant des différents organes sensoriels. Hein. Souvenez-vous l'histoire de la voiture, je suis en train de me fixer sur le son du moteur, je regarde la route et j'essaye de combiner tout ça, et donc du coup, pour percevoir, eh ben, je vais faire ce qu'on appelle des groupements rythmiques. Donc aborder la subjectivité des espaces architecturaux ou paysagers par leur dimension rythmique, de leurs composantes, c'est y intégrer une dimension affective par le biais de l'intention motrice du sujet. Donc là, ça devient un peu compliqué, mais c'est simple en réalité. Toute lecture de forme s'inscrit dans une temporalité qui s'inscrit à son tour dans la lecture de cette même forme. Et toute perception est liée à une action engagée, et toute action engagée correspond à un état perceptif. En cours, on est en train de parler de cours d'action, c'est-à-dire que je perçois en fonction de ce que je suis en train de faire, et en même temps, il y a une réciprocité avec le lieu rythmé que je parcours. Donc pour finir, je dirais que ainsi, le rythme qui se glisse entre chaque arbre lors de nos promenades le long des allées boisées est une danse du regard qui engage l'ensemble de nos sens et de notre être. Merci pour votre écoute.